On vit quand même dans une époque où le bien-être animal et tout ça, c'est constamment mis sur le devant de la scène, et ce qui est compréhensible, parce qu'il y a eu des expériences réalisées à l'époque qui seraient impossibles à refaire maintenant, parce qu'il y a des organismes dont enfin tu me coupes si je me trompe, mais maintenant il y a des contrôles sur ça au niveau des méthodes utilisées. Il y a des contrôles qui s'appliquent en général, surtout aux vertébrés terrestres. Pour le milieu marin, par exemple, les poissons ont un petit peu échappé à tout ça jusqu'à présent. Par contre, les mammifères, évidemment, il y a depuis un moment des conditions très strictes de manipulation, de prélèvement, de tout. L'autre extrême de la gamme d'organismes, c'est les organismes qui n'ont pas de système nerveux, comme les éponges. Et donc, chez ces organismes-là, on estime que puisqu'il n'y a pas de système nerveux, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de ressenti tel que nous, humains, on se projette que doit être ressenti les douleurs ou le mal. Mais donc voilà, de toute façon... Qu'est-ce que tu répondrais, toi, à des gens qui te disent que tu es criminel de tuer ces petites crevettes? Probablement ces petites crevettes souffrent à un moment de la manipulation. Et ce moment, c'est le moment où je les plonge dans un bain d'alcool à 95, mais que ce moment est extrêmement fugace. Voilà. Et que donc, je pense que c'est la manière la plus correcte de leur faire subir ce traitement. Et de toute façon, si on veut travailler sur les animaux, on n'a que des moyens limités de les maintenir en vie en permanence. On doit avoir des collections de références en permanence. Évidemment, on ne peut pas garder en permanence des organismes vivants. On n'en a pas les moyens. Des fois, on ne sait pas comment faire non plus pour les garder vivants. Donc ça, c'est un moyen qui est quand même très pratique pour faire des avancées scientifiques rapides. On estime au moindre coût pour l'environnement et au moindre coût éthique par rapport à ce que doivent subir ces pauvres petites bêtes. On est nombreux aussi à travailler dans des instances, travailler avec des instances dont la gestion de l'environnement est le principal rôle. Donc on est plusieurs à être membres de conseils scientifiques de parcs nationaux, ce qui nous concerne ici, le parc national des Calanques bien sûr, qui est notre voisin. On arrive parfois, par les décisions qu'on prend, par l'assistance scientifique qu'on peut avoir auprès de ces gestionnaires, actionner des leviers qui font qu'une pollution s'arrête, une bonne décision est prise et qu'on en voit les effets sur l'environnement, sur la biodiversité. Un exemple auquel j'ai été pas mal mêlé, c'est l'histoire des fameuses boues rouges et ces résidus de la transformation de la bauxite en aluminium qui avait lieu donc à côté à Gardanne. Donc ces résidus, les fameuses boues rouges, étaient rejetés dans le canyon profond de la Cassidaigne, le canyon sous-marin. Petit à petit, les actions du parc national, aidées d'un collectif de scientifiques, donc là ça a dépassé un petit peu le conseil scientifique du parc, et dans lequel, donc j'ai été très actif dans ce comité-là, dans lequel on a petit à petit, en discutant fermement avec l'industriel, en ayant quand même des échanges, c'est-à-dire en ayant conscience que certains procédés ne peuvent pas arriver par magie, mais l'industriel a cessé de rejeter de la matière particulière dans l'environnement profond, qui est un environnement très très fragile. Et aujourd'hui, c'est plus qu'un rejet liquide. Ce qui est rejeté dans le canyon soit plus sans aucun effet vraiment nocif sur l'environnement. Après, il y a évidemment, dans les parcs nationaux, ou toutes les aires marines protégées, il y a toutes les mesures qu'on va pouvoir prendre pour éviter les méthodes les plus destructives d'utilisation du milieu, à commencer par la pêche. Il y a certaines méthodes qui sont beaucoup plus durables que d'autres, et donc on est là pour constamment rappeler ces évidences-là, évidences pour nous, mais qui se heurtent souvent à la réalité économique et sociale. Et puis la phase ultime, c'est de commencer à raconter une histoire. Nos recherches, si on veut qu'elles vaillent quelque chose, il faut qu'elles soient
communiquer au reste du monde, au reste de la communauté scientifique. Et pour ça, il faut les publier sous forme d'articles ou de livres qui vont être distribués dans les différentes bibliothèques. Aujourd'hui, ça se fait de manière électronique. C'est essentiellement sur ça qu'on est jugé, qu'on est évalué par notre employeur d'abord, et puis par notre communauté, par nos collègues. Il faut que ça produise de la science qui est distribuée au sein de la communauté scientifique. Que les autres scientifiques puissent les utiliser pour faire évoluer les connaissances sur et puis ça, une fois que c'est écrit, ça a une permanence. C'est des choses qui vont rester, comme les travaux de Darwin, de Linné, de tous les grands naturalistes du 18e ou même parfois d'avant, sont restés parce qu'ils ont été figés. Ils ont à un moment rapporté ce qu'ils avaient fait, à quoi ça ressemblait, en le dessinant, après quand la photo est arrivée, en le photographiant. Mais c'est ça qui permet la permanence de la connaissance et de la science. Et ça ne veut pas dire que ça n'évolue pas. Ah non, bien sûr, aujourd'hui. Ça fait une photographie de la connaissance à un instant T. De l'époque, et donc on ne lit plus les Darwin et Linné que je citais, on les lit plus comme on les lisait à l'époque, on les lit avec beaucoup de critiques, mais avec beaucoup d'admiration aussi pour ce qu'ils ont fait à l'époque avec les moyens qu'ils avaient. Aujourd'hui, on a des moyens qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin que ce qu'ils ont fait, donc on en profite. On va à la fois dans l'infiniment grand, avec les moyens de transport et de pénétration à l'intérieur du milieu marin qui nous sont donnés aujourd'hui, puis on va aussi dans l'infiniment petit, en allant dans les petits organismes, dans leurs molécules.